port, après la grande tempête dont la ville a bien souffert. Victor et sa bande retrouvent Printil, et la vie de débauche continue, et de rixes, ribottes et larcins. Seulement, Printil n'est plus la même veule courtisane. Elle prend moins joyeusement à présent part aux ébats crapuleux de la bande. Elle demeure songeuse pendant de longues heures. Elle va errer vers le port, autour des navires en partance. Elle se sent rappelée par la mer. Son temps d'épreuve touche à sa fin. Il faut qu'elle parte bientôt, qu'elle retourne vers Terre-Neuve. Elle n'en peut plus. Au bal, elle ne veut plus danser avec les clients que lui présente Victor. Elle recherche les marins, les officiers surtout. Elle s'inquiète de leur destination, de leur navire, s'ils vont vers Terre-Neuve, vers le nord. Mais elle a perdu toute sa beauté, son charme, sa magie, sa voix. Ce n'est plus qu'une pauvre fille malade à présent, une petite entraîneuse usée. Le taulier la rudoie. Victor a pris une autre favorite. Printil n'est plus que fille de joie, doublard. Elle a descendu les échelons de la galanterie. Elle fait la rue. Elle racole à présent dans la rue. Des marins ivres. Cependant, le lieutenant d'un navire de la chasse aux phoques prend en pitié la malheureuse Printil. Elle lui confie ses chagrins. Elle lui raconte que ses méchants souteneurs, Victor et ses amis, la martyrisent. Elle le supplie de l'emmener au loin, de l'enlever. Ce jeune lieutenant est sensible. Il se laisse toucher par cette affreuse détresse. Les malheurs de la pauvre Printil l'émeuvent. Ah, partir n'importe où, loin, la sauver. Le désir secret de Printil va se réaliser. Rallier Terre-Neuve, les brumes, les parages du palais des abysses. Le navire chasseur prend la mer dans quelques jours, vers la banquise, vers Terre-Neuve. Le jeune lieutenant cède aux supplications de Printil. Il consent à la cacher dans sa cabine. Elle s'y blottit un peu avant l'heure du départ, au fond de la couchette, sous un amas de couverture. Ce navire est précisément l'Orktostrom, le navire du capitaine Krog, le terrible chasseur de phoques. Le capitaine tête de mort. Il arme à la grande chasse à la banquise. Sur la passerelle de ce grand navire usine chasseur de phoques, formidable citadelle marine a massacré des millions de bébés phoques. Le terrible capitaine Krog prépare sa campagne, fait son point, en route. Le capitaine Krog possède une tête anguleuse, des orbites profondes, des traits à la serpe, une véritable tête de mort. Il est déterminé à massacrer toute l'espèce phoque s'il le faut, pour la récolte de l'huile si précieuse. Il fait son point, devant ses cartes, entouré de ses officiers. Nul ne pipe. Le départ doit avoir lieu vers la fin du jour. Le jeune lieutenant, l'amoureux de Printil, est là, bouleversé d'inquiétude. Si jamais le terrible capitaine Krog s'apercevait de la présence d'une passagère clandestine, quel scandale, quelle tragédie, lui si cruel, si intransigeant. Et précisément quelque chose inquiète le capitaine Krog, quelques vagues soupçons. Enfin, le grand navire largue les amarres, passe les jetées, prend la mer, l'océan. Les hautes vagues l'assaillent aussitôt. Le capitaine Krog, sur la passerelle, examine la houle, les vents, rudoie son gabier, les matelots du quart. Les jours passent, calme, puis gros temps, puis calme à nouveau. On avance, on approche des parages de Terre-Neuve. L'Orktostrom peine à la mer. Le capitaine Krog est de plus en plus irritable. Rien ne marche à son gré. Ni le compas, ni le sextant ne donnent, malgré de nombreux relevés, la même position que la radio. Ah, il fait tout reprendre par ses officiers.
aucun doute, le compas bafouille. Le lieutenant coupable se sent plus mort que vif. Quelle angoisse! La machine elle-même ne tourne plus rond, des à-coups, des faux pas. Et ce brouillard si glauque, si épais, vraiment extraordinaire de densité, à couper au couteau. Il se passe des choses. Le capitaine Krog se montre de plus en plus inquiet à mesure que l'on avance vers le nord, interroge ses officiers. Il arpente la passerelle, le navire au ralenti, à travers les brumes. Le capitaine tend l'oreille. Il entend un chant, il lui semble. Il ne l'entend plus. Le navire poursuit sa route de plus en plus lentement. Le brouillard s'épaissit encore. Dans la cabine, une transformation magique est en train de s'effectuer à mesure que l'Orktostrom se rapproche des bancs, des paysages des abysses, qu'il se rapproche du palais de Neptune. Printil, dans la cabine, sous les couvertures, subit une sorte de mue. Elle perd ses apparences de femme. Son temps d'épreuve se termine, mais ses malheurs aussi. Ses jambes prennent une nouvelle forme souple et se recouvrent d'écailles miroitantes. Ses cheveux, coupés à la Ninon, repoussent en longueur admirable. Sa poitrine raffermie darde. Le lieutenant, complice furtif, apeuré, qui fait de temps en temps de brèves apparitions dans sa cabine, est tout saisi par le changement à vue d'œil de sa passagère. Elle, si ravagée, si décatie au départ, la voici tout éblouissante de fraîcheur et de charme. Le visage de Printil se purifie, s'éclaire. La fatigue immense qui marquait ses traits un moment auparavant s'efface. Tout est sourire en elle. Joie malicieuse. Elle va si légère, se dégage de ce lourd amas de couverture, mais plus de jambes, une longue souple queue tout en écailles miroitantes, bleu, vert, rose. Le lieutenant, qui surprend cette mue magique, en demeure tout abasourdi, frappé de stupeur. Tout s'éclaire, il comprend. Ciel, une sirène à bord. Damnation! Il implore Printil si hardi qu'elle ne bouge pas, ne parle, ne chante surtout. Il implore le silence. Elle se blottisse mieux encore. Jusqu'au soir. Elle plongera le soir venu, rejoindra ses sœurs, sans scandale. C'est promis. Ils s'embrassent. Oh, si jamais le capitaine Krog s'apercevait, découvrait une sirène à bord, tout serait perdu. Le lieutenant monte sur la passerelle prendre son quart, en même temps que le capitaine Krog. 2 officiers, 3 officiers ne sont pas de trop en de tels parages. D'ailleurs, le compas est devenu fou. La radio déconne. On ne la comprend plus. Où sommes-nous, décidément? Le point est impossible. Une brume si dense, si accablante. La corne de brume n'arrête plus de gémir. L'Orktostrom avance tout doucement. « Lieutenant, vous n'entendez rien ?» Le capitaine entend une voix d'en bas qui monte des soutes. Une musique. « Non, je n'entends rien, capitaine. » La voix se tait et puis reprend. Le chant monte, s'enlace, autour des appels, des échos, des alarmes, de la corne de brume. Un temps si bouché, une brume si épaisse. Cette chanson. « Lieutenant, vous n'entendez rien ?» « Non, je n'entends rien, capitaine. »